On va commencer par vous présenter un petit peu le groupe Micropole en quelques mots et en quelques chiffres. Donc, alors Micropole, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société de conseil qui est spécialisée, alors depuis toujours, dans la data. On est 1150 personnes, alors en termes de consultants et d'ingénieurs, pour un chiffre d'affaires de plus de 110 millions d'euros. Alors, pour réaliser ces missions, alors on est implanté un petit peu partout en France. On a 9 agences. On est aussi implanté en Europe, par exemple en Belgique et en Suisse. Et également, on a 3 agences en Chine pour aider un petit peu les clients dans l'offre Big Data. On a trois différentes offres. Donc, une première offre qui est la transformation digitale, qui est portée par Wine. On a également une offre gouvernance des données et aussi une offre pilotage de la performance qui porte vraiment toute l'offre Big Data. Donc, comment Micropole va s'insérer chez un client? Qu'est-ce que Micropole va pouvoir apporter? D'abord, on va intégrer des profils qui vont apporter une expertise métier. Ce sont des profils qui vont déjà avoir des connaissances dans le milieu et qui vont pouvoir développer des arguments, avoir des vrais insights sur des problématiques qu'ils ont déjà rencontrées en travaillant dans ce secteur. On va ensuite intégrer des conseillers qui vont être soit spécialisés dans une technologie propre à l'entreprise, soit qui ont des connaissances larges dans un panel important de technologies et d'infrastructures. Ensuite, on va avoir des profils qui vont s'occuper de l'intégration et qui vont mettre en place et déployer ce qui a été précadré dans les autres étapes d'un projet. Donc Micropole, et un de ses gros avantages, c'est que le cabinet intervient en termes de conseil, donc en phase de pré-cadrage, mais aussi en projet end-to-end, auquel on va venir réaliser le projet qui a été cadré et qui va réaliser cette partie déploiement et intégration. En plus de cela, Micropole a une vraie facette de formation, avec notamment Micropole Institute, et qui va venir appuyer les entreprises, former leurs personnes en interne pour les monter en compétences sur les technologies dont ils ont réellement besoin. Donc voilà un screenshot des références de Micropole en 2016, tous secteurs confondus. Donc on va pouvoir voir que Micropole travaille pour plein de secteurs différents. Donc on va retrouver de l'assurance, du bancaire, de l'agroalimentaire. Avec Mathieu, actuellement, on travaille sur une offre pour un groupe d'assurance, un gros groupe d'assurance, et on les aide à mettre en place un data lake pour développer de nouvelles valeurs sur leurs données. Donc, maintenant qu'on vous a fait un petit peu la présentation de notre groupe Micropole, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du SI Data et on va parler de ses nouveaux besoins. Alors, pourquoi il y a des nouveaux besoins? Parce qu'évidemment, il y a, avec le phénomène du Big Data, un certain déluge de données. Et les nouveaux besoins, ou alors des besoins existants mais qui vont être encore plus soutenus, c'est ceux que vous avez sous les yeux. Déjà, il y a un besoin que vous connaissez peut-être un petit peu, c'est le besoin analytics. Le but du jeu, avec toutes les données qu'on a, c'est d'accélérer tout ce qui va être la prédiction et la prise de décision. Également, on a la partie application qui va pouvoir bénéficier de ces datas. L'idée, avec la partie analytique, c'est de passer plus vite à l'action pour une entreprise. On a également 2 autres briques qui sont directement liées aux data. D'abord, c'est le data management. Comment est-ce que les équipes métiers vont gérer toutes les données? Et on a évidemment la partie intégration. Comment est-ce qu'on va intégrer les nouvelles données au SI existant? Et pour soutenir ces nouveaux besoins, il y a 6 éléments essentiels en fait, qu'on a identifiés pour un SI. Et ces 6 éléments, ils tournent en fait autour de 3 grandes problématiques du SI qui sont déjà existantes: la sécurité, les problématiques opérationnelles et les problématiques de gouvernance. Le premier élément très important, c'est la partie intégration que vous avez juste ici. Ensuite, c'est la partie export qui sont un petit peu liées, qui sont liées à la sécurité. Ensuite, vous avez également des parties de data visualisation. L'idée, c'est qu'avec des tableaux de bord, les métiers puissent accéder rapidement à différents KPI et puissent prendre des décisions rapidement. Vous avez aussi toutes les problématiques de développement qui sont un peu liées finalement à tout ce qui est tableau de bord et KPI. L'idée, c'est de créer des applications ad hoc éventuellement pour soutenir les besoins du métier. Et enfin, la dernière brique, peut-être la plus importante et celle qui reflète le plus le big data, c'est cette brique ici d'ouverture, de streaming vers toutes les autres données existantes, en particulier tout ce qui est données IoT, l'Internet of Things, pour enrichir le SI déjà existant.
Donc, en parlant de SI déjà existant, donc là, on va retrouver un découpage assez simple de ce qui est possible et de ce qui est déjà été réalisé dans un SI classique. Donc, évidemment, on va retrouver en bas les sources de données traditionnelles. Donc, ça va être majoritairement des données relationnelles, on s'en doute. Ces données-là, donc, qui sont des données transactionnelles, elles vont remonter dans un stockage qui va être propre au dataware. Donc, on va retrouver donc, des données avec une hiérarchie très forte, fortement typée. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment des données structurées. Ces données-là vont être utilisées suivant 3 applications. On va retrouver ce qu'on appelle en business intelligence, donc qui vont aider, qui vont fournir du support reporting à l'aide à la décision. On va ensuite venir appuyer des applications métiers. Donc, par exemple, dans une entreprise, ça sera des applications de salaire, des applications RH, ce genre d'applications métiers. Et ensuite, on va avoir les applications entreprises qui vont être des applications de support. Ça va être des applications, par exemple, des réseaux internes sur lesquels on va pouvoir communiquer, capitaliser en interne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des applications entreprises. Pour faire communiquer la brique stockage et la brique application, on va avoir des développements propres à faire. Ces développements vont permettre de faire évidemment communiquer les 2 briques et de pouvoir utiliser les données structurées qui sont déjà présentes dans le dataware. Ensuite, on va avoir une brique d'administration qui va venir structurer, manager, contrôler, gouverner les données qui sont dans ce dataware. Donc, le big data, comme on s'en doute, ça nous ouvre les portes d'une nouvelle architecture. Donc, sans parler de l'architecture, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à intégrer majoritairement de nouvelles données. Donc, on va retrouver des données réseaux sociaux, des données IoT, des données en streaming, des données non structurées, donc du texte, des vidéos, des images, tout ce que l'on peut trouver. Ces données, ingérées par les nouvelles architectures, vont servir à un client à créer de nouveaux leviers de croissance. Donc, ça va être de l'exploitation de valeur pour améliorer des services déjà préexistants ou alors découvrir de nouveaux besoins et donc de générer des services vis-à-vis des besoins découverts. Ça va permettre donc aussi de créer des reportings beaucoup plus précis, d'avoir une vision 360 du client avec une meilleure connaissance de ce qu'on consomme en interne, des données RH, du client. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que le Big Data peut nous servir en théorie. Ce Big Data, cette plateforme Big Data va s'insérer évidemment sans doute dans la brique stockage. Cette brique de stockage, on va la faire communiquer avec le dataware pour pouvoir tirer parti des 2 écosystèmes. Le Big Data, comme on l'a déjà dit, va intégrer ces nouvelles sources de données qui vont être non structurées et vont venir alimenter les données applicatives, la couche applicative de l'entreprise. Et donc, le message de Robin, il était très important puisqu'il montre bien que la plateforme Big Data, elle ne vient pas en rupture du SI classique, mais elle vient le consolider. Donc, le Big Data n'est pas une rupture, mais une évolution. Et on a ici une illustration d'une architecture hybride, finalement, d'un SI moderne. Vous retrouvez vos couches de données structurées, donc avec tout ce qui est dataware classique, mais vous retrouvez aussi la couche data lake, avec tout ce qui est données non structurées, typiquement les mails, les tweets, etc. Et un autre type de données dont on ne parle pas souvent, mais qu'on appelle la donnée en mouvement. Qu'est-ce que c'est cette donnée en mouvement? On l'a évoqué tout à l'heure, c'est typiquement les données IoT. C'est des données qui sont là très vite et qu'il faut capter très vite. Cette couche-là, elle va venir supporter tout ce qui est exposition, afin de pouvoir restituer tout un tas d'indicateurs, de servir tout un tas d'applications pour soutenir tout ce qui est scalabilité et performance de votre entreprise. Donc, typiquement, quand on parle de notre SI, on va un petit peu spécifier notre propos. Qu'est-ce qu'on parle de... Pourquoi est-ce que les deux se complètent, en fait? Le dataware, lui, sa fonction, c'est de stocker toutes les données structurées dont l'entreprise a besoin tout de suite. Et le but du jeu, c'est d'avoir une logique ETL, c'est-à-dire extract, transform et load. Le data lake, lui, il va venir compléter ses besoins, en apporter de nouveaux, puisque dans votre data lake, vous allez pouvoir stocker toutes les données non structurées dont vous avez besoin éventuellement aujourd'hui, mais dont vous aurez peut-être besoin demain. Et de créer des logiques non pas ETL, mais ELT, c'est-à-dire extract, load, d'abord en charge, et ensuite on transforme pour créer éventuellement de nouvelles applications pour enrichir vos données. Donc ici, on a le choix, quand on doit créer le SI Data, en fait, on doit choisir un positionnement. Et ce positionnement, il est un petit peu difficile puisqu'il faut savoir placer le curseur quand est-ce qu'on fait du monde relationnel, quand est-ce qu'on fait du big data.
Et ça va être toute la suite de la présentation. On va vous montrer un petit peu que les deux mondes ne sont pas en rupture, mais le monde classique va vers le big data et le monde big data va vers le monde un petit peu relationnel. Excusez-moi. Donc, on a parlé de positionnement du big data. Pour vraiment comprendre à quel point ce positionnement va être important et de savoir à quel moment on va pouvoir passer sur du big data, il va falloir s'intéresser sur la typologie des données. Concrètement, pour construire le data reservoir qu'on va présenter après, il faut vraiment comprendre quelles données on a, quelles données on a besoin. Généralement, on entend parler de données blanches et de dark data. Sur les données blanches, on va avoir toutes les données qui sont essentielles, vitales à la gestion de l'entreprise, sans lesquelles l'entreprise ne peut fonctionner réellement. Donc ça va être les données qui sont typiquement insérées dans le dataware. À l'inverse, à l'opposé, on va avoir le dark data qui vont être toutes les données auxquelles l'entreprise a accès, mais dont elle n'utilise pas. Ce sont les données qu'on va venir piocher pour alimenter une plateforme big data. Une autre échelle très importante, parce qu'on va en parler sur Data Reservoir, c'est au niveau de la couleur de la donnée. Ce que vous avez en bas, c'est lisible, mais c'est la couleur de la donnée. Sur les données chaudes, sur le côté rouge, en fait, ces données chaudes vont correspondre à des données qui ont un cycle de vie très rapide. Elles sont actives, elles sont vivantes. Ce sont par exemple des données IoT ou des données donc des données transactionnelles sur lesquelles, par exemple, on va requêter constamment. À l'inverse, on va avoir les données froides. Ces données froides, ça va être des données qui sont importantes pour l'entreprise, mais qui ont juste un besoin d'archivage parce qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat, ou alors, c'est pas parce qu'on n'en a pas besoin, c'est juste qu'elles ont un taux de rafraîchissement très faible. Donc, en gardant la logique de l'échelle qu'on a montrée précédemment, avec donc les données chaudes et les données froides, on va pouvoir créer une vision hybride et qui va nous permettre en fait de voir et de combiner les deux écosystèmes. Par exemple, si on prend un cluster on-premise dans l'entreprise et un cluster dans le cloud, on va pouvoir imaginer la répartition des données en fonction de la typologie de données. On peut imaginer que les données froides vont être dans le cloud parce que ce sont des données qui n'ont pas besoin d'avoir des actions itératives dessus. C'est un besoin auquel le cloud ne peut pas, le big data, une plateforme big data ne peut pas vraiment répondre, ou en tout cas l'ETL le fait vraiment mieux. Et donc sur une logique transactionnelle, sur des bases transactionnelles, l'ETL va pouvoir mieux faire des agrégations, des joins, des choses comme ça, et ça va être des données chaudes. Donc en fait, c'est plus logique quand on veut créer des tables qui sont étirées entre les deux univers, pouvoir faire des requêtages entre les deux univers, de répartir la donnée en fonction de leur typologie. Donc cette typologie, elle va nous permettre de construire la logique qu'on entend par data reservoir. Le data reservoir, on le présente très simplement parce que sinon il nous faudrait 3 heures pour démontrer l'architecture. Un data reservoir va venir combiner l'avantage d'un data lake et d'un data reservoir. On va pouvoir accéder à toute donnée non structurée, mais en plus de ça, parfois quand on a les deux écosystèmes, dataware, data lake, il y a des problèmes de communication entre les deux, il y a des problèmes au niveau de la gouvernance, au niveau de la sécurité. Notamment, parfois, on ne veut pas que le data lake ait accès aux données du dataware pour des raisons de sécurité, parce que le data lake, par définition, a besoin d'être ouvert sur l'extérieur pour pouvoir capitaliser sur ce qu'il est vraiment. Donc le data reservoir va pouvoir mettre un socle, un cadre de gouvernance dans un container, et c'est vraiment son apport en termes de gouvernance, de sécurité, de management de la donnée. Donc, évidemment, Robin vous a introduit cette notion de data reservoir. Donc, je reprécise, c'est dataware, le data warehouse plus le data lake. Et bien, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'il va s'intégrer ce data reservoir. Donc, typiquement, on va avoir nos sources de données. Donc, que ce soit des données structurées ou non structurées, elles vont arriver dans ce data reservoir, donc, qui est composé du dataware, où on va mettre les données plutôt structurées, et du data lake, dans lequel on va mettre les données qui sont non structurées. Dessus, on va pouvoir faire du stockage, évidemment, du traitement, aussi une logique de gouvernance, qui a le droit d'accéder à telle donnée ou pas. Et c'est ce data reservoir qui va supporter toutes les activités de l'entreprise. Typiquement, il va venir alimenter tout ce qui est BI, typiquement création de reporting, création d'indicateurs, et aussi tout ce qui est DMP, Data Management Platform, pour toutes les problématiques liées au métier. Évidemment, le data lake, ça ne se crée pas comme ça dans une entreprise. Il faut une équipe bien organisée. Alors évidemment, les premiers concernés sont ce qu'on appelle les principaux contributeurs. Donc d'une part, vous avez le système d'information de l'entreprise. C'est lui qui va un petit peu être garant de l'infrastructure. Vous avez les gens qui vont la créer. Donc typiquement, il faudra des chefs de projet, des architectes, des ingénieurs data. Ensuite, évidemment, vous avez des clients en interne, puisqu'il faut que derrière, il y ait un besoin. On ne crée pas un data lake comme ça, il faut que les use cases émergent.
Et enfin, il y a un rôle qui est très important, c'est le rôle de sponsoring. C'est-à-dire qu'au sein de votre entreprise, si vous n'avez pas une ou des personnes fortes qui portent ce projet Data Lake, vous aurez très peu de chances d'arriver à le mettre en place. Maintenant, on va passer plutôt du côté utilisateur. Qui est-ce qui va vraiment accéder à cette plateforme et pourquoi faire? Déjà, vous allez avoir le chef de projet. Lui, il va être garant de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, vous allez retrouver les ingénieurs data. Eux, ils vont plutôt créer tout ce qui est flux de données pour alimenter votre data lake. Ensuite, vous avez les analystes. Eux, ils vont être en charge de tout ce qui est analyse des KPI. Et vous avez les data scientists qui, eux, vont aller un petit peu plus loin, vont chercher à faire de la modélisation pour avoir un côté un petit peu plus prédictif et essayer d'anticiper les nouvelles opportunités pour votre business. Et évidemment, il y a aussi une couche, la couche admin, qui est très importante. C'est eux qui vont être garants de la bonne stabilité de votre data lake. Lors d'un déploiement d'un data réservoir, les étapes pour ce déploiement, la mise en forme de ce projet, ça va être à peu près les mêmes étapes que pour un data lake dans un projet SI. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va adopter une méthodologie agile, itérative, et qu'on va réaliser un déploiement progressif parce que donc on s'appuie sur la technologie Big Data, donc on a accès à une scalabilité facilement. Donc en gros, ces étapes, ça va être première étape, étude de faisabilité, opportunité à l'entreprise. On va identifier des use cases, on va identifier les contraintes métiers utilisateurs auxquelles l'entreprise pourrait faire face. Ensuite, on va réaliser un setup technico-fonctionnel, donc c'est-à-dire qu'on va prioriser les use cases, on va définir concrètement l'architecture cible auquel l'entreprise veut accéder et on va mettre en place une équipe projet et mettre en place un planning. Donc, à la suite de ça, on va pouvoir faire un déploiement progressif, donc des use cases évidemment. On va calculer un retour sur investissement, voir s'il faut, dans nos autres étapes du déploiement du data reservoir, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on modifie ou est-ce que tout est parfait? Voilà. Donc là, on vient de voir que dans ce data réservoir permet en fait de faire coïncider le monde relationnel et le monde big data. On a l'impression que c'est une offre marketing parce qu'en fait, ce n'est pas réellement, ça peut paraître pas concret, mais l'avantage, encore une fois, je le répète, du data réservoir, c'est ses avantages en termes de gouvernance et de sécurité, chose qu'on ne peut pas, on peut clairement pas accéder, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, quand on utilise un dataware qui communique avec un data lake. Parce que la logique sur laquelle on déverse tout dans le data lake, tout le dataware dans le data lake, ce n'est profitable pour personne et vraiment pas quand on est dans une logique de production. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises, des fournisseurs de logiciels, sans citer Microsoft SQL Server 2017, qui ont bien compris que l'objectif désormais était d'aller vers et de créer des passerelles vers l'autre univers. Concrètement, SQL Server, c'est un acteur historique des données transactionnelles, donc c'est du relationnel, c'est hiérarchisé, jusqu'en 2016, ne permettait pas nativement des connexions avec le monde extérieur. Donc maintenant, la version 2017, nativement dans un code SQL, on va pouvoir exécuter nos requêtes SQL, comme d'habitude, on va pouvoir inclure nativement du code R, et depuis cette année, du code Python, ce qui est quand même une grosse innovation. L'autre grosse innovation, c'est la connexion avec les données. On a accès désormais avec SQL Server 2017 à des données non structurées, donc des bases graphes, des bases IoT, tout ce que l'on peut avoir besoin en termes non structurés. Donc cela passe par rapport à un outil qui s'appelle Polybase et qui va permettre en fait de faire communiquer SQL via un cluster Big Data. Donc là, ce que Robin vous a montré, c'est des acteurs historiques des systèmes SGBDR classiques qui vont vers le Big Data, mais il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire que des gens qui font du Big Data vont aussi vers les systèmes SGBDR. Typiquement, l'un des acteurs, Cloudera, donc qui distribue la plateforme de Big Data, s'ouvre un petit peu aux bases opérationnelles, c'est-à-dire typiquement au DMP, en proposant sa solution de base de données opérationnelle avec les briques Big Data qu'on connaît bien, typiquement HBase, Kudu, Spark ou alors Solaire. Donc là, une fois qu'on a choisi un petit peu quelle stratégie on va avoir, la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on va la mettre en place? C'est-à-dire, est-ce que ce sera on-premise ou est-ce que ce sera sur le cloud? Et avant de choisir ça, il faut bien avoir en tête qu'on a plusieurs types de cloud. Le premier cloud qu'on connaît, c'est celui que les distributeurs célèbres distribuent, typiquement Amazon, Microsoft Azure, c'est le cloud public. Typiquement, vous avez un espace où vous pouvez accéder
où vous partagez les ressources. Vous avez aussi le cloud privé, c'est-à-dire que là, vous avez les ressources on-premise et vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire que vous avez une partie on-premise et une partie sur le cloud. Et ça vient soutenir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez très bien avoir votre data warehouse classique on-premise, c'est-à-dire vos données structurées, vos données sensibles chez vous sécurisées, et les données qui sont un petit peu moins sensibles, mais qui nécessitent un support de scalabilité, vous pouvez très bien les avoir sur le cloud. Donc vous avez un SI Data qui devient hybride et les solutions pour le supporter sont là. Donc, c'est bon. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a des possibilités d'hybridation du SI grâce à des typologies de données différentes et en incluant du on-premise et du cloud. Donc l'exemple qu'on va démontrer, sur lequel on va faire la démonstration maintenant, s'appuie sur cette logique-là. Donc on va avoir des données qui vont être dans notre SQL Server, sur lesquelles on va pouvoir... On a des données qui vont être dans notre Cloudera, et sur lesquelles on va pouvoir venir faire du requêtage depuis SQL Server, donc intégrer depuis SQL, et c'est l'avantage de cette version 2017. Donc typiquement, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'éditeur SQL du monde Windows. Donc pour ceux qui sont familiers avec le SQL, vous allez voir des choses assez classiques. Donc la première chose que je fais, c'est rien de très classique, je spécifie la base de données que je vais utiliser. Ensuite, si vous vous rappelez, il y avait un petit VPN pour bien montrer la sécurité. C'est la deuxième étape qu'on va réaliser ici, c'est-à-dire qu'on va créer un conteneur de sécurité, juste là, qui va ensuite abriter tous nos credentials pour aller nous connecter à notre cluster HDFS. Une fois qu'on a ça, on va mettre en place tout ce qui est mot de passe finalement. Ensuite, l'étape suivante, elle va consister à spécifier notre source interne. Alors là, vous avez sous les yeux la source interne que j'ai appelée Cloudera Storage. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer la localisation de notre data lake, typiquement où se trouve HDFS. Donc c'est la localisation du name node que vous avez ici, avec les credentials qu'on a créés tout à l'heure. Donc hop, on va créer ça tout de suite. Voilà. Donc une fois qu'on a spécifié notre source de données, on va créer une deuxième entité, c'est-à-dire ça va être le format de stockage. Puisque ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les données qu'on va créer, elles ne vont pas être stockées sur mon système SQL, elles vont être stockées dans HDFS. Donc via le SQL, je vais aller requêter des données dans HDFS avec un format bien particulier. Donc là, pour l'instant, c'est du CSV. Une fois que j'ai créé tout ça, je vais pouvoir entrer un petit peu dans le vif du sujet et créer mes premières tables. Ici, vous avez la création d'une table externe avec certains champs, donc City ID, la province, le nom, etc. Mais il y a une petite spécification, c'est qu'on va lui dire tu vas me stocker toutes les données dans HDFS. Donc ici, c'est la localisation dans laquelle sera stocké HDFS. Et on va lancer la création de cette table. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé cette table, l'idée, c'est un petit peu de la peupler pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va insérer quelques données, donc rien de bien méchant. Hop. Donc, on insère ces données. On va vérifier qu'on y a bien accès. On va faire un select étoile assez classique. Hop. Donc là, on a bien accès à nos données. Maintenant, pour vous montrer que mes données, elles sont bien stockées dans HDFS, on va aller voir un petit peu du côté du cluster. Et on va utiliser une interface que peut-être certains connaissent, qui s'appelle UA. UA, c'est l'outil de Cloudera pour pouvoir faire soit du Impala, soit du Hive, pour accéder au système NoSQL. Donc ici, si on regarde un petit peu, on a notre espace /tmp/SQL 2017. Et si on actualise, on va avoir les données qui sont arrivées. Alors ici, on a 4 fichiers texte, puisqu'il y a un facteur de réplication de 4. Mais le plus important, c'est ce fichier-là, txt, qui contient les données qu'on a spécifiées tout à l'heure. Et ce que vous voyez, c'est que les données, elles sont bien au format CSV, bien au format qu'on avait spécifié. Donc ensuite, donc là, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est, je le rappelle, c'est via un monde SQL, donc via quelque chose d'assez classique, bénéficier de toute la puissance du monde Big Data. Typiquement, dans ce cas-là, Hadoop. Mais on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que depuis notre plateforme Big Data, on peut très bien aller créer des tables et analyser un petit peu nos données. Donc pour ça, le principe, il est exactement le même. On va commencer par créer une table externe avec exactement la même localisation.
Donc, on va la créer, voilà, hop. Donc ici, on voit qu'on y a accès, cette table-là. Pour vérifier qu'on a bien les mêmes données, on va faire exactement le même type de requête que tout à l'heure. Alors ici, j'attire votre attention, ce n'est pas du SQL classique, c'est du HQL, c'est le Hive Query Language, spécifique à la solution Hive. Et si on regarde un petit peu ce qu'on a comme données ici, on voit qu'on a récupéré exactement les mêmes données qu'on a dans notre fichier texte. Donc, New York, etc., 2014. Et on peut retourner du côté du SQL et on peut très bien modifier ce fichier-là. Il va être modifié. On va typiquement insérer une nouvelle valeur. Donc on va dire que les statistiques de New York, on va les mettre un petit peu à jour. On va insérer un nouveau record dans la base de données. Donc il y a une ligne qui a été injectée. Si on vérifie du côté SQL, on va bien retrouver de la ligne 4 notre nouvelle ligne qui a été insérée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout de suite après, du côté Big Data, on va aussi mettre notre table à jour. Donc typiquement, la table Hive, elle a été mise à jour automatiquement, si bien que si on fait un select, on va avoir accès ici à notre donnée qu'on vient d'insérer. Donc le message de ça, c'est que le SI Data, il est en train de changer et le Big Data n'apporte pas une rupture, il apporte vraiment un complément. Et les éditeurs de solutions l'ont bien compris et ils font en sorte que depuis le monde classique, depuis le monde SQL, on puisse faire soit du SQL classique ou soit du Big Data, du stockage d'un HDFS. Et c'est ce qu'on appelle la notion de data reservoir. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions sur notre présentation ou sur la démonstration. Pas de questions? Dans tous les cas, merci. Si vous voulez qu'on en discute, qu'on réexplique des concepts après ou qu'on échange, c'est comme vous voulez. Merci. Merci beaucoup.